Décès du pape François, le Vatican décrète la journée du samedi 26 avril pour les funérailles du chef de l'Église catholique. Plusieurs fidèles participeront à ces funérailles, y compris quelques chefs d'État étrangers. Les anciens ministres sénégalais sous le régime de l'ancien président Macky Sall pourraient être poursuivis en justice pour détournement de fonds, plus particulièrement dans la gestion du fonds Covid-19. Le procureur s'est prononcé sur cette affaire dans une conférence de presse à découvrir dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Zadinfo TV. Les funérailles du pape François se dérouleront samedi 26 avril au matin sur la place Saint-Pierre au Vatican. Des centaines de milliers de fidèles sont attendus, mais aussi des dirigeants étrangers comme les présidents ukrainiens Volodymyr Zelensky, français Emmanuel Macron ou américain Donald Trump. La Pologne et l'Italie ont respectivement décrété 1 et 5 jours de deuil national. Après une messe samedi 26 avril à 8 h, temps universel, le cercueil du pape François sera transféré à la basilique Saint-Marie Majeur, puis inhumé selon sa volonté. Mardi matin, le Saint-Siège a diffusé les premières images du pape dans son cercueil, exposé à la chapelle Saint-Marthe. Sa dépouille sera transférée mercredi à 7 h, temps universel, à la basilique Saint-Pierre pour un dernier hommage public, sans catafalque, conformément à ses souhaits de simplicité. Les cardinaux se sont réunis mardi pour organiser les funérailles et préparer le conclave prévu début mai. De nombreux dirigeants assisteront aux obsèques dont Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Donald Trump, Volodymyr Zelensky, le prince William ou encore Xavier Milei. Le Kremlin a précisé que Vladimir Poutine n'y assistera pas. Le gouvernement italien a décrété un deuil national de 5 jours. La Pologne observera également une journée de deuil samedi 26 avril, date des funérailles. Au Sénégal, les anciens ministres du régime de Macky Sall pourraient être poursuivis devant la Haute Cour de justice pour détournement de fonds publics dans la gestion du fonds Covid-19. Lors d'une conférence de presse jeudi dernier, le procureur général près de la Cour d'appel de Dakar avait annoncé avoir transmis les dossiers de 5 d'entre eux à l'Assemblée nationale sans pour autant révéler leur nom. Une première procédure de mise en accusation devrait d'abord concerner 2 ministres. Au Sénégal, Moustapha Diop, ancien ministre du Développement industriel, et Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire, pourraient être les premiers à être présentés devant la justice, selon une information du quotidien L'Observateur confirmée à RFI. Aucun détail n'a pour le moment filtré sur le calendrier, mais les prochaines étapes menant à leur éventuelle mise en accusation devant la Haute Cour de justice pourraient s'enchaîner rapidement. Il faudra d'abord la convocation du bureau de l'Assemblée, de la conférence des présidents, puis de la commission des lois, avant enfin une séance plénière lors de laquelle les députés se prononceront sur la résolution permettant formellement l'ouverture d'une instruction devant la Haute Cour. Dès dimanche et avant même que son nom ne soit publiquement évoqué, Mansour Faye a rejeté toute implication frauduleuse dans la gestion des fonds Covid-19 et a dénoncé une démarche politique. Selon le journal L'Observateur, les 2 anciens ministres devront s'expliquer sur des décaissements irréguliers, des marchés fictifs et le paiement des prestations qui n'ont jamais été réalisées. En République démocratique du Congo, l'Est du pays est toujours en proie aux conflits armés. Cette situation a d'importantes répercussions sur les civils. La dernière note du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la situation des droits humains s'est dégradée dans le pays au mois de février 2025. Les violations sont concentrées dans les zones de conflit situées dans l'Est du pays. L'ONU recense pour ce mois de février plus de 1200 victimes de violations et d'atteintes aux droits humains dans l'ensemble de la RDC. Ce nombre est en augmentation de 47% par rapport à janvier 2025. Comme pour les périodes antérieures, ce sont des provinces en conflit qu'il y a le plus de signalements. Le Nord Kivu, l'Ituri, mais aussi le Sud Kivu, où le nombre de violations a augmenté de 158% en tout juste un mois. Les BCNUD alertent particulièrement sur la flambée des violences basées sur le genre, plus de 152%. Même inquiétude concernant les violations affectant les enfants, plus de 137% par rapport au mois de janvier. Là encore, c'est dans les zones de guerre que l'on retrouve le plus de cas. La situation s'est aussi dégradée dans les provinces qui ne sont pas en conflit. Près de 45 violations et atteintes aux droits de l'homme ont été enregistrées par les Nations Unies.
dans le reste de la RDC, soit une augmentation de 28%. Pour le bureau conjoint, cette donnée reflète l'augmentation des arrestations et détentions arbitraires dans les provinces du Haut-Katanga et de Kinshasa dans le contexte de l'expansion du M23. Le président kenyan William Ruto est arrivé mardi 22 avril dans la soirée à Pékin pour une visite d'État jusqu'au 26 avril sur invitation de son homologue chinois. L'un des objectifs pour Nairobi est de débloquer de nouvelles opportunités dans le commerce, les investissements et les infrastructures. Des discussions bilatérales avec Xi Jinping sont au programme sur fond de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Nous cherchons à approfondir et élargir les liens historiques, économiques et culturels entre le Kenya et la Chine. C'est ce qu'a écrit sur X le président William Ruto à son arrivée à Pékin. Son déplacement s'inscrit dans une stratégie de diversification de la part de Nairobi, note l'économiste Ixnen Iraki, notamment pour de nouvelles opportunités de marché, et ce alors que les produits kenyans sont touchés par la surtaxe douanière de 10% imposée par Donald Trump. À l'heure actuelle, l'équilibre commercial entre Pékin et Nairobi est en faveur de la Chine. Le Kenya souhaite stimuler ses exportations, notamment pour les produits agricoles comme le thé. Nairobi souhaite également diversifier les financements pour des projets de développement. Le Kenya peine à faire face au poids de sa dette et espère donc négocier des partenariats publics-privés avec Pékin. Au centre des discussions, il y aura notamment l'extension de la ligne de chemin de fer portant de Naivasha au nord-ouest de Nairobi jusqu'à Malaba à la frontière avec l'Ouganda. Ou encore le projet d'autoroute reliant Nairobi à Mo Summit plus au nord. Nairobi et Pékin devraient signer plusieurs accords dans différents secteurs, commerce, infrastructure, éducation ou encore transfert de technologie. En Côte d'Ivoire, le tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné ce mardi 22 avril la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. La juge estime qu'il n'était plus ivoirien au moment de son inscription sur la liste en 2022. La juge a estimé que Tidjane Thiam a perdu la nationalité ivoirienne en acquérant la nationalité française, en s'appuyant sur l'article 48 du Code de la nationalité qui prévoit qu'un Ivoirien majeur perd sa nationalité après 15 ans s'il acquiert volontairement une autre nationalité. Les avocats de Thiam ont tenté de prouver qu'il est né français et donc binational, présentant des documents à l'appui. Nous respectons la décision de la juge, mais nous ne la partageons pas, déclare Maître Rodrigue Jadé, son avocat. Tout est parti d'un électeur qui avait saisi la commission électorale indépendante pour demander sa radiation, estimant qu'il n'était plus ivoirien. Débouté, il a saisi le tribunal qui a tenu une audience à huis clos ce matin. Tidjane Thiam dénonce un déni de justice et n'étant pas électeur, il n'est pour l'instant pas éligible à la présidentielle du 25 octobre. Aucun recours n'est possible pour sa réinscription. Dans une vidéo, il dénonce une radiation injuste, injustifiée et incompréhensible. Il appelle à un dialogue pour garantir un scrutin conforme aux normes internationales. Il acquise également le pouvoir d'avoir éliminé son rival le plus sérieux. Il affirme « Le PDCI est uni derrière moi. Il n'y aura pas de plan B, pas de plan C. » Il conclut « Soyez assurés que je serai déterminé à être candidat à la présidentielle. » Tidjane Thiam doit défendre à nouveau son dossier ce jeudi devant le tribunal d'Abidjan. Le juge notifiera ensuite son arrêt à la commission électorale indépendante. La liste électorale définitive sera publiée le 20 juin. Et c'est ici que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Jadinfo TV, votre chaîne d'information.